Bonjour, nouvelle vidéo de l'informateur. Aujourd'hui nous allons parler de la fondation Linux, des distributions Linux, de l'historique des versions et un petit peu d'obsolescence programmée. Alors, au tout début quand j'ai commencé à utiliser Linux, c'était un peu compliqué. Il fallait s'y connaître et c'était vraiment le bazar, etc., etc. Et donc pour uniformiser tout ça, a été créée la fondation Linux, qui est un consortium à but non lucratif fondé le 21 janvier 2007. Ils auraient pu essayer de penser à le faire avant, mais bon, c'est mieux vaut tard que jamais. Il en résulte de la fusion entre l'Open Source Development Labs et le Free Standard Group. La Linux Foundation a pour mission de protéger et standardiser Linux en procurant les ressources et services centralisés nécessaires à concurrencer de manière efficace les autres systèmes d'exploitation. Alors il y a ça, mais surtout ce qui est important, c'est la suite, c'est que la Linux Foundation regroupe 70 membres parmi lesquels on trouve AMD, Fujitsu, HP, Hitachi, Intel, IBM, etc., Microsoft, Novell, Oracle, Orange, Samsung, etc., etc. Alors à quoi ça sert tout ça? Je ne vais pas lire la suite, ça sert à rien. Ça sert que, je vais prendre un exemple tout bête, quand je me suis retourné sur Linux en 2006, j'ai installé la distribution sans souci. Par contre, j'avais un appareil sur mon ordinateur qui ne fonctionnait pas, qui était le lecteur de carte SD. Un an après, via les mises à jour, ça s'est mis à fonctionner. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la marque de l'ordinateur, donc qui correspond au constructeur de l'ordinateur, n'est pas propriétaire de tout ce qu'il y a dedans. La carte mère est propriétaire du fabricant. Le microprocesseur, non. Ce qui sert à l'affichage, ce qu'on appelle la carte vidéo, non. Et le lecteur de carte SD, en faisant des recherches, j'avais trouvé, c'était un fabricant chinois ou coréen, je ne sais plus. Et en fait, à cette époque, et bon, maintenant c'est beaucoup moins le cas, mais au début de Linux et jusqu'à, on va dire, assez récemment, c'était encore le cas. C'est-à-dire que tous les appareils sont pas forcément conçus pour fonctionner avec Linux. Et les développeurs donc du noyau Linux ou de la distribution Linux, mais surtout du noyau, parce que c'est le noyau qui communique avec le matériel, s'adressent au fabricant du composant en question, donc là en l'occurrence le lecteur de carte SD, et lui demandent de créer un pilote, comme pour l'histoire de l'imprimante avec Richard Stallman, de façon à ce qu'il fonctionne sur Linux. Si le constructeur n'est pas obligé d'accepter. Si le constructeur n'accepte pas, les développeurs du noyau Linux lui demandent à ce moment-là de leur donner les spécifications de son matériel pour pouvoir développer justement un pilote. Le constructeur, encore une fois, n'est pas obligé de répondre. C'est apparemment ce qui s'est passé avec le fabricant du lecteur de carte en question. Et ce qu'ont fait les développeurs du noyau Linux, les hackers, entre guillemets, c'est que ils ont dit au constructeur, c'est pas grave, vous voulez pas nous donner, vous voulez pas faire un pilote, c'est pas gênant, vous voulez pas nous donner les spécifications de votre matériel, c'est pas gênant, on va faire de la rétro-ingénierie. Ils ont fait de la rétro-ingénierie, et ce qui fait que au bout de 2 versions de noyau, le lecteur de carte c'est bien fonctionné. Voilà. Et donc le regroupement de 2 entités, on va dire, l'Open Source Development Lab et le Free Standard Group, dans la Linux Foundation, sert à ça. C'est-à-dire que tous les processeurs, par exemple tous les microprocesseurs qui sont produits par AMD, sont compatibles Linux. Fujitsu utilise du matériel qui est compatible Linux. HP pareil, Hitachi la même chose. Les microprocesseurs Intel sont compatibles Linux, etc., etc., etc. Alors bien sûr, là-dedans, qu'est-ce que vient faire Orange et Samsung? Alors Orange utilise Linux pour ses box. Samsung utilise Linux pour Android, sachant qu'Android est aussi une propriété d'Alphabet, qui est propriétaire de Google, Twitter, etc., etc. Donc voilà, donc le fait de standardiser aide justement à faire la corrélation, la liaison entre les fabricants de matériel
et Linux. Et ça, justement, ça a bien embêté, on verra ça dans une prochaine vidéo, ça a bien embêté Microsoft, parce que par exemple, j'ai toujours encore une anecdote, les plus âgés d'entre vous ont connu les netbooks à peu près vers 2005, 2007, un truc comme ça. Asus, qui est un constructeur sud-coréen, a voulu lancer un format d'ordinateur portable peu puissant, mais par contre avec une grosse batterie. L'inconvénient, c'est qu'à l'époque, le système d'exploitation donc de l'époque, c'était Windows Vista, qui était beaucoup trop lourd pour ce genre de matériel. Ce qui fait que Asus a lancé son premier netbook sous Linux. Ça n'a pas plu à l'époque à Microsoft. Si c'était maintenant, ça serait peut-être pas pareil, mais voilà. Mais et donc Microsoft a dit à Asus, hop là mon ami, tu nous fais quoi là, nanana. Donc du coup Asus a été sommé entre guillemets, bon évidemment ils vont pas le dire publiquement, de lancer une gamme de netbook sous Windows XP, ce qui fait que c'est à cause de ça que la vie, on va dire, de Windows XP a été plus longue que prévu, parce que Vista était beaucoup trop lourd pour ce genre de matériel. Ah oui, alors attends, je suis en train de m'apercevoir que vous n'avez pas l'image. Alors attends, je vais mettre ça comme ça, tac tac tac. Contenu, c'est pour ça, c'est lequel là? C'est celui-là. Voilà. Donc la Linux Foundation a été créée pour ça. Voilà. Donc en mars 2024, la Fondation Linux soutenait 900 projets. Donc la TARS Foundation est une fondation de microservices open source qui a été créée le 10 mars 2020 sous la Linux Foundation pour soutenir la croissance rapide des contributions et des membres d'une communauté axée sur la création d'un écosystème de microservices ouverts. Tout a commencé avec un framework de microservices. Ok, d'accord. Donc la TARS Foundation vise à résoudre les problèmes pouvant survenir lors de l'utilisation de microservices, notamment en réduisant les difficultés de développement, etc. Parce qu'effectivement, le passage à Linux, pour certains habitués de Windows ou de macOS ou autre, effectivement, c'est une... Alors, on va dire, ça reste de l'ordinateur, après, ce sont des habitudes. Hein. Mais il faut quand même avoir encore une fois à l'esprit que sous Linux, la sécurité, c'est pas à négliger, mais ce n'est pas un sujet primordial comme sous Windows. Il ne faut pas vérifier que son antivirus est à jour, etc. etc. Et voilà. Ok. Donc maintenant, je vais vous parler des distributions Linux, parce que ça rentre un peu dans la même philosophie. Une distribution Linux, parfois abrégée en distro, appelée aussi distribution GNU Linux ou GNU Linux, lorsqu'elle contient les logiciels du projet GNU et un ensemble cohérent de logiciels. La plupart étant des logiciels libres assemblés autour du noyau Linux en formant un système d'exploitation pleinement opérationnel. Alors je vous ferai peut-être une démo un jour, sachant que ça peut quand même prendre du temps. C'est que, donc comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, c'est que vous pouvez installer Linux où vous voulez, que ce soit sur un disque dur, une carte SD, une clé USB. Donc voilà, vous pouvez l'installer à côté de Windows. Moi ce que je préconise en général pour les gens qui veulent installer un Linux, c'est de racheter un disque dur, bon maintenant un SSD, et de l'installer dessus, comme ça l'ancien disque dur, on n'y touche pas. S'il y a des données récupérées, on fait un transfert, etc. Et comme ça on a un système qui est opérationnel. Voilà. Alors, il faut aussi savoir que quand on installe une distribution Linux, on a, comme je viens de le dire, un système complet. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme sous Windows. Moi, je peux en parler d'expérience. Vous installez Windows, vous n'avez que Windows. Il y a un lecteur vidéo qui lit ce qu'il peut. Vous avez des petits éditeurs de texte, voilà. Un navigateur internet, d'ailleurs Microsoft a eu beaucoup de déboires avec son Internet Explorer. En gros ça se limite un peu à ça quoi. C'est tout. Alors que sous Linux,
D'ailleurs, petite parenthèse, vous pouvez utiliser le Linux démarré qui vous sert d'installation, qui vous sert de support d'installation pendant que vous installez Linux. Alors que quand vous installez Windows, à part regarder les beaux écrans qui défilent, vous pouvez rien faire. Et donc je reprends ce que je disais. Donc quand vous installez un Linux, une fois l'installation finie et que vous redémarrez, vous avez non seulement un système complet qui démarre. Bon, après il y a quelques petits trucs à fignoler ou des programmes informatiques à rajouter. Mais vous avez une suite bureautique qui est installée. Vous avez un client de messagerie mail, si vous voulez, si vous n'êtes pas obligé de vous en servir. Vous avez un lecteur vidéo. Et vous avez une suite bureautique, et en l'occurrence LibreOffice. Voilà. Vous avez un système pleinement fonctionnel. C'est ça le gros avantage. Donc après, le nombre de distributions Linux fait un désavantage à Linux, oui, mais surtout un avantage. C'est-à-dire qu'en fait, il existe plusieurs centaines de distributions, chacune ayant ses particularités. Donc c'est ça aussi qui fait sa force. Les distributions à usage spécifique automatisant et facilitant l'installation des composants nécessaires pour, par exemple, réaliser pare-feu, routeur, grappe de calcul, édition multimédia. Des distributions pouvant être installées sur un grand nombre de matériels spécifiques grâce au support de nombreuses architectures. Architecture, c'est par exemple, vous pouvez installer Linux sur un ordinateur, sur un Mac, même sur un téléphone portable, vous pouvez le faire. Les distributions généralistes dont les plus populaires sont Debian, Gentoo, Mageia, Fedora, Slackware, OpenSUSE, etc., etc., Ubuntu. Moi, j'utilise Kubuntu et KDE Neon, que j'aime bien. Leur orientation particulière permet de chacun des choix selon les besoins et les préférences de l'utilisateur. Certains sont plus orientés vers les utilisateurs débutants. Mais bon, même inconfirmé, voilà. Les logiciels du projet GNU sont libres, ils utilisent tous la licence GNU GPL version 3. Linux, quant à lui, est partiellement libre, sous licence GPL version 2, car il contient aussi une quantité importante de code qui n'est pas libre. Mais bon, ça c'est autre chose. Alors, la première distribution, elle date de 1982. Rappel, le noyau est apparu en 1991. Donc au début c'était fastidieux, etc. Je vous passe les détails. De toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai les liens. Donc il existe des distributions commerciales, c'est-à-dire qui sont payantes. Mais dans ces distributions commerciales, vous avez des équivalents gratuits, ou libres plutôt on va dire. Par exemple Red Hat, vous avez Red Hat qui est ici là. L'équivalent gratuit c'est Fedora, ici. SUSE qui est une distribution allemande, parce que Red Hat c'est américain. Vous avez un équivalent qui est OpenSUSE. Et Ubuntu, qui est une distribution commerciale orientée vers le public, distribuée gratuitement par Canonical, qui édite des versions stables tous les 6 mois. Donc vous avez des versions stables tous les 6 mois et des versions ce qu'on appelle LTS tous les 2 ans. Les versions stables, elles changent de version tous les 6 mois. Là par exemple, nous sommes en mars 2025. La dernière en date, c'est la 24.10. La prochaine qui va sortir, ça va être la 25.04, qui ne sera pas une LTS. La prochaine LTS sera la 26.04. Donc 26.04, ça correspond, 26 c'est l'année, 04 c'est le mois. Sachant que donc tous les 6 mois, ça sort une au mois d'avril et une au mois d'octobre. Voilà. Donc les distributions communautaires grand public, donc communautaires, ça veut dire qu'elles sont maintenues par une communauté. Vous avez une hiérarchie, bien sûr, des décideurs, des mainteneurs, des programmeurs, etc., etc. Sachant que il faut programmer l'installeur de la distribution. Il faut programmer tout ce qui va aller dedans, quoi, au niveau des logiciels, etc., etc. Et vous avez des distributions communautaires pour public averti. Voilà. Donc après c'est suivant l'architecture, le système d'initialisation, la stabilité, etc.
Et donc Linux peut être installé, donc, comme je l'ai dit, sur des ordinateurs, des serveurs de stations de travail. Donc station de travail, c'est ce qu'on a nous. Voilà, grand public ou expert, etc., etc., etc. Voilà. Donc en liste, par exemple, là, sur Wikipédia, ils ont fait un petit listing de distributions Linux, Debian, Red Hat, Slackware, SUSE, Arch Linux, bah, c'est toutes les distributions qu'on a vues tout à l'heure. Voilà. Les distributions Linux sont très nombreuses, d'autant plus qu'il est facile à partir d'une distribution d'en créer une nouvelle. Certaines distributions proposent ainsi des variantes pour des usages différents. Commercial, grand public, pour l'éducation adaptée à un travail spécifique, d'environnement différent, adapté pour des raisons éthiques et ainsi de suite. Voilà. Donc là, par exemple, sur cette page-là, que je vous mettrai en description, vous avez tout un ensemble de distributions Linux. Et moi, celle que j'utilise, est-ce qu'elle est dedans? Donc moi, j'utilise celle-là, Kubuntu, mais KDE Néon est pas dedans. Ou alors c'est que Néon, peut-être. Non, elle est pas dedans. Bon bah c'est pas grave. Alors Debian, qui est ici. Donc Debian, qui est une distribution non commerciale régie par le contrat social Debian. Je vais pas regarder ce que c'est pas grave, pas la peine. Elle se distingue par la très grand nombre d'architectures soutenues et de ce fait par son cycle de développement relativement long, entraînant la stabilité des versions. Et effectivement, plus ils prennent soin à développer des choses bien, mieux c'est. Et donc je m'attarde sur cette distribution là parce qu'elle a une petite spécificité, c'est par rapport au nom de version. Les sorties Debian ne suivent pas un calendrier fixe, donc ça sort quand c'est stable. Les dernières versions ont été sorties un peu plus tous les 2 ans par le projet Debian. Les différentes versions de la distribution empruntent leur nom au personnage du film d'animation Toy Story des studios Pixar, Animation Studio. Donc Debian n'a jamais été publié car un vendeur a accidentellement livré une version de développement, nanana. Si j'avais connu cette distribution, ma première période Linux entre 97 et 2000 à peu près, je pense que je serais resté sous Linux. Parce que Slackware à l'époque que j'utilisais était très compliqué. Donc là par exemple vous pouvez voir que au niveau des sorties, la version 1.1 porte le nom de Buzz et est sortie le 17 juin 96. Après on a eu Rex, Beau, Amn, Slink, Potato, donc ça c'est Monsieur Patate, Woody, Sarge, Etch, Lenny, Squeeze, Wheezy, Jessie, Stretch, et la dernière en date c'est Buxter. Alors non, il y en a encore une autre. Bull Eyes. Ah, encore une autre, mais beaucoup. Bah, vous voyez, moi, Debian, je suis pas dessus, donc là on est à la version 12, qui est sortie le 10 juin 2023. Voilà. Donc le fait que le développement de Linux, des distributions, etc. soit communautaire, c'est une très grande force. Parce que justement, donc page Wikipédia, qui a été mise à jour, mise en forme améliorée en juin 2023, la part d'utilisation des systèmes d'exploitation est le pourcentage d'appareils informatiques qui exécutent chaque système d'exploitation. À un moment donné, tous ces chiffres sont nécessairement des estimations car les données sur la part du système d'exploitation sont difficiles à obtenir. Ils arrivent quand même à, maintenant grâce à Internet depuis un bon moment déjà, à évaluer par exemple, bon évidemment c'est en général sur des sites d'informatique, à évaluer via des statistiques, via les navigateurs, qui est sur quoi. Via justement le fait que vous allez visiter ces sites en question. Alors, il existe peu de sources primaires fiables et aucune méthodologie convenue pour sa collecte. Les systèmes d'exploitation sont utilisés dans leur grande majorité par des ordinateurs ou des appareils embarqués au superordinateur. Effectivement, si par exemple vous allez avoir un site internet général d'informatique, vous allez avoir en général, vu que c'est de l'actualité informatique, des informaticiens. Donc ça peut être kiff-kiff, voire 3 quarts Windows, un quart Linux. Si vous avez les statistiques d'un site internet qui parle que de Microsoft,
effectivement, vous allez avoir 99% de personnes sous Windows. Mais par exemple, je fréquente des sites internet qui ne parlent quasiment que de Linux. S'ils parlent de Microsoft, en général, c'est pas en bien, mais ils en parlent quand même. Dans les statistiques, là, vous allez avoir effectivement 99% de personnes sous Linux. Donc c'est vrai que ça fausse un peu le résultat. Alors, la plupart des appareils accédant au web, de sorte que les statistiques d'accès au web peuvent être utilisées, c'est ce que je disais, pour estimer la part d'utilisation des systèmes d'exploitation sur les différents types d'appareils, ainsi que leur part d'utilisation au sein même de ces catégories d'appareils. Donc en avril 2023, Android, un système d'exploitation utilisant le noyau Linux, est le système d'exploitation le plus utilisé au monde d'après les statistiques d'utilisation du web. Il détient 42% du marché mondial, suivi de Windows avec 28%. Mais quoi que ça a dû baisser parce que vu que Nokia, Microsoft a abandonné ses téléphones avec Nokia, ça a peut-être baissé. iOS 17%, macOS 7, Chrome OS 1,3 et Linux 1,2. Ces chiffres n'incluent pas les appareils embarqués ou les consoles de jeux. Donc pour les smartphones, c'est Android qui gagne, les ordinateurs de bureau, c'est Windows qui gagne, suivi de macOS. Et donc là, Linux, on est à 2,9. Bon bah les tablettes, là c'est Apple qui gagne avec 52% contre 48% sur Android. Par contre, tout ce qui est serveur et supercalculateur, là, Linux a complètement dominé le domaine des supercalculateurs depuis 2017 avec tous les 500 supercalculateurs les plus puissants au monde exécutant une distribution Linux. Linux est également le plus utilisé pour les serveurs web, puis le plus souvent utilisé Ubuntu, la distribution Linux la plus courante. Voilà. Donc Linux monte en puissance, et c'est très bien. Et c'est très bien, parce que justement, pour finir cette courte vidéo, même si c'est que 20 minutes quand même, c'est que maintenant je vais vous parler un petit peu d'obsolescence programmée. Je vais y revenir plus tard, dans d'autres vidéos, mais là c'est important. Alors pourquoi je vous parle de Linux? Déjà par rapport à sa philosophie. Et aussi pour limiter l'obsolescence programmée. Donc l'obsolescence programmée, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est au terme de la loi française l'ensemble des techniques, y compris logicielles, par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie. C'est moins vrai pour les appareils Apple, surtout les téléphones. Je pense que c'est la même chose aussi pour les ordinateurs. Apple donc, qui ont, je crois que c'est 6 ou 7 ans de mise à jour. Par contre, je prends l'exemple des appareils Android que je connais le mieux. C'est 3 grosses mises à jour, et après, advienne que pourra. Par exemple, moi j'ai un téléphone qui date de 2020. J'ai eu 3 mises à jour d'Android, le système lui-même, et maintenant j'en ai plus. Voilà, les dernières mises à jour datent de août 2024. Et donc pourquoi je vous parle de ça? Et j'y reviendrai dans d'autres vidéos. C'est que Microsoft fait le forcing là, ils ont même dans une mise à jour inclus un logiciel pour dire aux utilisateurs de Windows que leur ordinateur est en bonne santé ou pas, ou s'il est temps de le changer. Mais de quoi Microsoft se mêle, hein? Moi ce que je dirais c'est que si Microsoft dit que votre ordinateur est trop vieux, ok, pas de problème. On va lui remettre un disque dur, alors pas nouvelle génération parce qu'il y a une nouvelle génération qui est sortie, mais avant-dernière génération on va dire, qui est beaucoup plus rapide que la génération d'avant. On lui remet un peu de mémoire, on lui installe un Linux, et c'est reparti pour 10 ans. Voilà, c'est tout. Microsoft a qu'à aller se rhabiller, et on n'en parle plus. Voilà. Bon, c'est tout pour ce coup-ci. A bientôt.